technologie, d'expérience, d'approche pluridisciplinaire dans la ville de demain. Et là, on va rentrer dans les sciences, dans la pureté des sciences. On dit que les scientifiques sont souvent des artistes. J'en doute pas une seule seconde. Moi qui ne suis pas du tout scientifique, je suis souvent impressionné par leur poésie, bien au-delà de leur savoir. En tout cas, nous allons avoir une session très, très dense, très, très intéressante. Juste un petit mot sur la musique qu'on entend ici à chaque pause, quand on n'a pas de problème technique. C'est Europavox, qui est un des partenaires de la conférence Europa, qui est une structure qui favorise et qui organise un festival autour des musiques européennes, des musiques contemporaines, des musiques d'artistes vivants. Voilà, et donc ils sont associés à nos rencontres. Europavox, ils ont un site internet et ils organisent plein de choses autour de la musique. Alors, de la musique aux sciences. Et avant de parler de sciences, on va avoir un regard aiguisé à travers Silex and the City, notre ami Jules, qui a croqué quelques personnalités hier dans le débat. Alors, il n'est pas avec nous aujourd'hui, mais il va être avec nous à travers cet épisode de Silex and the City. Autorisation de découverte. Image. Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute? Non. Une vallée résiste encore et toujours à l'évolution. Mais tu ne manges rien, Webb. Il faut manger pour évoluer. Mais Madame Finkelstein, j'ai déjà repris 3 fois de l'iguane farcie. Bon, les enfants, on vous a invité à déjeuner avec Olga pour vous parler d'une chose de la plus haute importance. Ils arrêtent de rediffuser la petite caverne dans la prairie? Depuis la création du concours Darwin, personne dans la vallée n'a jamais remporté le Grand Prix. Vous ne croyez pas qu'il serait temps que notre famille participe enfin à l'évolution? Le concours Darwin, c'est pas ce truc où des mecs un peu dingos présentent leurs inventions les plus farfelues? Ah ouais, c'est complètement débile. Le concours de la plus grosse stalactite, l'homo erectus capable de rester depuis longtemps en station debout sans dormir, le mec qui peut faire entrer le plus d'amis dans une cabine téléphonique, la saucisse de mammouth la plus grosse du monde. Chérie, tu es sûr que tu ne confonds pas avec le Silex Book des records? Le concours Darwin, mon petit blog, c'est la fierté de toute notre espèce. Des hominidés qui utilisent toute leur sapiens pour faire avancer le bien-être de leurs contemporains plutôt que de stagner en regardant les matchs du primat de Saint-Germain. Ton père n'a pas tort, tu sais. Et puis j'ai lu que cette année, il triplait la dotation du lauréat. Ah oui? Non, c'est sûrement intéressant, mais c'est quand même toujours l'homme de Pékin qui remporte le concours. Avec leur démographie, d'un point de vue statistique, on n'a aucune chance. Ouais, bah c'est pas le nombre qui compte, hein. Regarde les amphibiens, ils sont 40 milliards. Tu peux me citer un seul prix Nobel qui ait des poumons et des branchies? Webb a parfaitement raison. Chez nous, on n'a peut-être pas de pétrole, mais on a des hominidés. Bah puisque vous êtes tous si malins, vous avez qu'à en trouver une d'invention qui va révolutionner la planète. Et maintenant, les enfants, voilà les borses de racines au placenta de stégosaure. Le placenta de stégosaure, vous êtes sûr qu'il n'est pas passé de date? À consommer avant... Mais Madame Finkelstein, il est périmé depuis 60 millions d'années. Mais c'est pas mauvais quand même. C'est un peu macéré et... Oula, ça fait tourner la tête, dites donc. Mais la voilà notre invention! Nous voici dans la phase finale de sélection du concours Darwin, 48 13 avant Jésus-Christ. Les finalistes de cette édition vont nous présenter leurs inventions qui devront rallier les suffrages du jury. Numéro 1, l'écriture. Grâce à cette série de panneaux, j'ai pu faire 20 000 km en stop sans avoir besoin d'utiliser de pouce préhenseur. Numéro 2, le feu micro-ondes. Numéro 3, le GPS. Ce dispositif de Grand Paléolithic System permet à chacun en permanence de déterminer sa place dans la chaîne de l'évolution. Enfin, notre dernier finaliste nous présente le schnapps. L'eau en bouche avec une belle robe brune, des arômes préhistoriques avec cette année un goût de banane. Le schnapps est le compagnon idéal de vos soirées entre amis. Alors, Julius, vous êtes fier de votre fils? J'aurais jamais cru que papa remporterait le concours Darwin avec l'invention de l'agneau. Il est vraiment néandertal. Merci Jules, même si tu es un peu loin d'ici aujourd'hui. Alors je vais demander donc à Christopher Droser de rejoindre l'espace avec tous ces intervenants prestigieux, ces scientifiques européens ou pas convaincus. Can go on stage. Christopher Droser, il est journaliste à Die Zeit et il a été sacré en 2005 journaliste scientifique de l'année par Medium Magazine et a reçu de nombreux prix.
Et c'est un Européen convaincu, c'est pour ça qu'il est avec nous. Je ne sais pas s'il y aura un prix du meilleur Européen scientifique à la fin de cette session, mais je suis sûr que, en tout cas, vous allez tous être écoutés très attentivement. Voilà. The floor is yours. Thank you very much. I hope Merci beaucoup. you can excuse it that I'm talking Alors, in je vais English. parler anglais, j'espère que vous me le pardonnerez. My French isn't good enough, I understand Car a little malheureusement, bit, but I mon have to use français this n'est pas thing too, suffisamment which is, of bon course, pour animer cette one of the session, même problems si that je Europe comprends has, and en there are partie other le français. regions of Et the c'est world have en advantage effet because they là also speak the une des grandes difficultés en Europe, c'est cette barrière linguistique comparée à d'autres régions du monde. Alors donc certains des membres de ce panel vont s'exprimer en français, d'autres en anglais, mais j'espère que nous trouverons un langage commun en parlant de la science. Alors, pour vous parler de nos éminents membres de ce panel, nous avons Stuart Russell, professeur à l'université de Berkeley, mais néanmoins il est britannique et il travaille également avec des scientifiques en Europe, et donc il sera intéressant d'avoir son point de vue sur les nouvelles frontières scientifiques. Ensuite, nous avons Hans Lehrer. Alors, il me semble que vous êtes autrichien, mais il travaille en Allemagne. Il travaille à l'Institut Max Planck de génétique moléculaire à Berlin. Ensuite, nous avons Frédéric Brodry, chef du département technologie au CERN, français donc. Ensuite, nous avons un deuxième français, Étienne Klein, Klein en français, qui est directeur de recherche au CEA et professeur à l'école centrale de Paris. Mais je pense qu'il nous fera part de ces réflexions qui vont bien au-delà du monde de la physique et du nucléaire. Ensuite, nous avons Monsieur Cédric Villani, Villani à l'italienne, donc Villani, et il est un mathématicien français connu pour être récipiendaire de la médaille Fields, et il est également un des organisateurs de cette conférence. Et tout à ma droite, enfin tout à votre droite, à ma gauche, nous avons Raffaella Kitson Plantano. Alors elle a commencé sa carrière en tant que directrice de ESOF, ce qui est une sacrée réussite, et aujourd'hui elle travaille pour la fondation L'Oréal. Et alors, on m'a demandé de ne faire aucune blague sur les femmes, la science et la fondation L'Oréal, mais elle nous dira ce qu'elle fait au sein de cette fondation. Donc, il y a eu d'autres sessions concernant la culture, la politique en Europe, et s'y posent des problèmes dans ce domaine que ne connaît pas la science. La science est une chose internationale, est un domaine international où les discussions ont un lieu à un niveau international. Tous les scientifiques communiquent à travers ce langage scientifique universel, ce jargon scientifique, une déclinaison de l'anglais, et ils ne rencontrent pas de problème de communication. Et c'est à ce point vrai que lorsqu'il y a une conférence en Allemagne sur la science, elle se fait en anglais. Donc, un autre point spécifique à la science, c'est son financement. Il a été beaucoup parlé du financement de la culture en Europe, mais les scientifiques, et je suis sûre qu'ils trouveraient argument en disant qu'il manque toujours des financements, mais néanmoins, il y a de fortes institutions de financement, des bailleurs
qui financent des projets, le Conseil de recherche européen par exemple, et tout scientifique, d'où qu'il vienne, peut faire une demande de financement de quelque pays que ce soit. Il n'y a pas de quota. Et puis il y a des grands projets phares européens qui ont récemment été choisis et 1 milliard d'euros vont être mis à disposition pour l'avancement de ces projets. Alors, il y a du financement, cela n'empêche les critiques à ce sujet. Mais la science rencontre également des difficultés. Si l'on se pose la question de la science européenne, son positionnement par rapport à la science américaine, par exemple, si l'on regarde la cérémonie des prix Nobel, eh bien, il y a une grande part des prix qui vont aux États-Unis, même si ces scientifiques sont parfois européens. Donc Thomas Südhoff, par exemple, un biologiste allemand, a reçu un prix Nobel et l'Allemagne était ravie d'avoir un de ses concitoyens honoré de ce prix Nobel, mais en même temps, il travaille aux États-Unis et cela fait 30 ans qu'il y est. Et il a d'ailleurs dit qu'il n'avait pas renouvelé son passeport et ne savait même plus s'il était allemand. Et lorsque j'ai parlé de ces bourses européennes, de ces subventions européennes, et ce sera peut-être un sujet discuté ici, seulement 4% de ce budget est alloué à des scientifiques dans les 10 nouveaux pays de l'Union européenne. Et donc c'est vraiment les réseaux des anciens, dans les anciens pays de l'Union européenne qui ont la part du lion de ce financement. Et, ce qui pose le problème de la fuite des scientifiques de ces pays, ces nouveaux pays accédant à l'Union européenne. Donc, je vais maintenant passer la parole aux différents scientifiques qui nous font l'honneur d'être sur ce panel aujourd'hui. Donc, je vais tout d'abord commencer avec Frédéric Bordry. Vous connaissez tous le prix Nobel qui a été décerné pour le boson de Higgs, dont il est question depuis 30 ou 40 ans, mais qui a été découvert l'an dernier au CERN. Le CERN n'a pas reçu le prix Nobel, mais il s'agit là d'un des grands succès de cette institution. Et cela montre que en Europe, lorsque les scientifiques collaborent, ça fonctionne, malgré parfois le manque de financement. En tout cas, c'est ce qu'on en perçoit de l'extérieur. Donc peut-être que vous pourriez nous en dire plus sur comment fonctionne le CERN et les leçons qui peuvent être apprises. Je vais parler en français. Donc je vais essayer de vous introduire le CERN en tant qu'organisation internationale. Bien sûr, aujourd'hui, pas vous parler des recherches sur la physique, mais plutôt de sa gouvernance et du pourquoi. Effectivement, on peut parler de succès, en particulier avec le prix Nobel attribué le 8 octobre. Je crois que le CERN, il faut le remettre dans le contexte. C'est une organisation, je l'ai dit, internationale, créée en 1954. 1954, si on remet dans le contexte, c'est 9 ans après la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'Allemagne, globalement l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et d'autres pays, 12 États membres, qui se mettent ensemble pour créer une organisation européenne de la physique. Il faut dire que pendant la guerre, la barbarie européenne, le nazisme, le fascisme, avait livré clé en main la physique aux Américains. Donc le vide. L'idée, c'était de créer une organisation internationale qui permette de recréer en Europe les conditions de la physique. Je pense que c'est important de dire que la convention du CERN, qui a été faite par des visionnaires, aussi bien des politiques, je pense à François de Rose, des physiciens, Louis de Broglie, est toujours d'actualité, cette convention. Et j'étais très heureux d'entendre les mots prononcés hier par Guillaume Clossat, puisque c'est exactement dans la convention du CERN, pas l'agrégat des intérêts nationaux, mais une dynamique collective. C'est exactement ça qu'il dit, la vision, c'est dire que le CERN a été créé pour un domaine et non pas pour un projet. Et comme c'était un domaine, la physique des hautes énergies, c'est-à-dire aussi on s'interdit de faire cette recherche de manière nationale. C'est-à-dire qu'on se met en commun pour une organisation européenne et on met tous nos moyens dessus.
Donc ceci, c'est pas pour un domaine, mais pour une suite de projets, et projets qui ont eu lieu depuis 1954 à nos jours, avec bien sûr le soutien des instituts nationaux, mais la recherche est faite centralement au niveau du CERN. Et avec une mise en commun des ressources, aussi bien humaines et matérielles. Et bien sûr, complètement non basées sur le fameux « I want my money back ». Ce qui veut dire qu'au CERN, on n'a pas de quota par pays pour le nombre de fonctionnaires internationaux. On a un budget global voté par le Conseil du CERN, et après, les pays payent selon leur PIB. Et les retours industriels se font par rapport à des appels d'offres compétitifs. Juste pour mettre dans le contexte, le budget du CERN, c'est en gros 1 milliard de francs suisses, 830 millions d'euros actuellement. J'ai comparé avec nos amis de Berkeley, qui a un budget, j'ai regardé hier au soir, de 3 milliards de dollars, ou Stanford de 4,8 milliards de dollars. Donc c'est pour remettre dans le contexte. Il faut dire aussi que cette recherche fondamentale, on peut toujours dire ça coûte cher ou pas cher, la moitié du budget revient immédiatement chaque année dans les industries européennes. Et donc c'est un stimulus pour l'industrie de pointe. Je voudrais dire aussi que les industries qui participent, elle a montré que tous les contrats industriels que nous avons au niveau du CERN se font dans la grande majorité auprès des PME et des moyennes entreprises. Des entreprises qui ont environ 200 et 500 employés, qui ensuite veulent utiliser cette recherche dans d'autres développements. Je peux regretter, et je pense que c'est aussi un message qu'on pourrait réfléchir, pourquoi les grands groupes industriels actuellement en Europe ne veulent plus prendre de risques et développer de nouvelles technologies. Je crois que le retour d'investissement, les financiers qui ont pris le pouvoir dans cette grande industrie veulent des retours sur investissement trop rapides, de l'ordre de 6 mois à 1 an, des fois 2 ans. Et nous, on travaille sur des temps qui sont des temps de la recherche, qui sont de 10, 20 ou des fois 30 ans. Juste pour dire que aussi au niveau des finances, nous avons un budget, comme j'ai dit, d'1 milliard de francs suisses. Tous les projets, y compris les lâchers, sont financés par ce budget constant. Nous n'avons aucun budget spécifique pour des nouveaux projets, et nous avons la chance aussi d'avoir le support de l'Europe, des États membres, pour pouvoir emprunter. On a emprunté de l'argent pour construire les lâchers, et on est en train de finir de rembourser. Et on a eu par exemple beaucoup d'emprunts, support de la Banque européenne pour pouvoir faire cela. Juste pour donner encore une ordre de grandeur, parce que aussi le LHC, c'est 5 milliards d'euros investis en 15 ans. Donc vous voyez, il faut voir, j'étais hier à la FIAC, j'ai vu que l'art contemporain, le chiffre d'affaires de l'art contemporain annuel, c'est 3 milliards d'euros. Sans parler, par exemple, d'industrie du luxe comme LVMH, 28 milliards d'euros. Juste pour mettre dans le contexte ce que c'est que la recherche fondamentale quand on dit que ça coûte très cher. Les mandats du CERN, je pense qu'on peut c'est vraiment 4 points, et 4 points qui sont indissociables. Effectivement, notre vraiment but, c'est de repousser les frontières des connaissances, comprendre les composants ultimes de la matière et leur interaction. Le boson de Higgs, qui expliquait quand même le fondement du modèle standard, mais on reste quand même encore avec beaucoup de choses à faire, puisque le modèle standard n'explique que 4% de la matière de l'univers et l'énergie. Mais deuxième mandat important, c'est développer des nouvelles technologies pour la réalisation des accélérateurs et des détecteurs. Donc technologies qui sont ensuite directement transférées vers d'autres domaines. Je pense d'abord bien sûr au web. Je ne doute pas que dans cette salle, tout le monde sait que le web was born at CERN et que c'est un produit de la recherche fondamentale. Donc le web est un produit, un sous-produit de la recherche fondamentale. Ça, il faut le répéter, le redire, et à nos hommes politiques, on se garde bien de le répéter à chaque fois. Mais aussi un certain nombre de technologies, je penserais comme ça directement à l'imagerie médicale, les applications de la cryogénie pour le transport de l'énergie, la hadrothérapie. Donc c'est vraiment des sous-produits de la recherche fondamentale et des technologies développées. Un troisième point qui est très important, c'est former les scientifiques et les ingénieurs de demain. Actuellement au CERN, on a à peu près 1000 thèses de PhD qui sont chaque année passées sur l'expérience du LHC et des accélérateurs. Ça veut dire 3000 étudiants en PhD au sein du CERN. C'est quand même une force de jeunesse. On a des contrats qui sont des contrats de 5 ans sur des nombreux ingénieurs et techniciens qui permettent ensuite d'irriguer l'industrie et les instituts européens. Je pense que c'est aussi important, nous, de faire attirer les jeunes, les faire rêver, les attirer, les former dans un environnement international pour qu'on puisse ensuite y retourner dans leurs différentes nations. Et enfin, un des dernières choses, c'est rassembler des personnes de différentes nations et cultures. On a été créé avec comme statut Organisation de la paix,
Et je pense que c'était un challenge, un défi de réunir à l'époque l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni dans l'immédiate après-guerre, mais ensuite, durant la guerre froide, de faire travailler des physiciens américains et soviétiques. Et plus récemment, je pense à un grand détecteur CMS où des Indiens et des Pakistanais ont travaillé ensemble pour ce détecteur, ou des Palestiniens et des Israéliens travaillent ensemble sur les électroniques du détecteur Atlas. Je pense qu'on peut dire, pour relativement conclure, que l'Europe a gagné et a repris le leadership dans le domaine de la physique grâce à la continuité des financements, de l'engagement à long terme des États membres. Pour moi, c'est vraiment important. L'Europe a été le leader et non un suiveur. Je pense qu'actuellement, le CERN est devenu le plus grand laboratoire mondial dans le domaine de la physique, mais aussi le plus grand laboratoire américain. Parce qu'actuellement, la plus grande communauté des physiciens du CERN sont américains. On a 1800 Américains utilisateurs sur 11 000. Alors, comme l'a dit notre président de séance, l'attribution du Nobel de physique 2013 de boson de Higgs est une bonne reconnaissance de cette réussite européenne. Le CERN est explicitement cité dans les libellés. Elle aurait pu être encore plus complète si le prix Nobel avait été, si le comité Nobel avait été moins timide, et ça aurait été une belle chose d'attribuer pour une fois le prix Nobel à une organisation européenne, et ça aurait été un beau signe. Mais je ne désespère pas que ça viendra un jour ou l'autre. Le prix des Princes des Asturies, il y avait une représentante tout à l'heure pour les sciences sociales, a été remis aux deux physiciens Englert, Higgs et aussi au CERN. Je pense que les Espagnols ont montré un peu moins de fébrilité que les Suédois pour une fois. Voilà, il y a un certain nombre de questions que je voudrais poser, parce que nous, maintenant, il y a aussi cette question de blues post-Higgs, j'appelle ça postpartum, et au manque de compétition. Maintenant, effectivement, en tant que seul grand laboratoire, on a certains politiques qui disent maintenant, vous pouvez attendre au niveau des budgets, il n'y a plus de compétition, donc c'est toujours un danger de ne pas avoir de compétiteurs. Il faut, je crois, continuer l'aventure, investir dans des projets ambitieux. Je crois qu'en Europe, ne doit pas être timide, il doit continuer à investir. Pour moi, la recherche fondamentale, c'est la source de la recherche appliquée, ensuite des brevets et donc des emplois de demain. Il faut donc y aller. Je pense qu'il serait aussi intéressant de se poser la question, est-ce que le CERN pourrait être créé maintenant avec la même convention? Ce n'est pas sûr. Pourquoi les États ont actuellement peur de s'engager dans des organisations à long terme? Pourquoi maintenant on fait plutôt des agences de moyens avec des États qui mettent au coup par coup et qui veulent avoir leur monnaie en retour? Pourquoi par exemple une organisation communautaire sur un domaine fondamental qu'est l'énergie de demain est une organisation qui ne possède que 10% des budgets et ce sont les agences domestiques qui possèdent 90%. Donc c'est des questions qui montrent que le modèle du CERN me paraît intéressant. Pourquoi il n'a pas été suivi? Ce serait peut-être intéressant d'y répondre. Je vous remercie. Thank you. Is it correct to say that Merci beaucoup. Est-ce qu'il est correct de dire que le boson de Higgs était vraiment l'objectif premier de la recherche au CERN et que maintenant il va falloir construire un nouveau dispositif encore plus grand et plus cher? Le boson de Higgs était la première chose à découvrir par l'accélérateur LHC et ses détecteurs. C'était ce qu'on voulait faire. Donc on avait ciblé la bonne énergie pour trouver le boson de Higgs. Mais il y a beaucoup de choses à découvrir. Alors on a fait tourner cette machine les 3 dernières années. Elle est actuellement en long arrêt technique. Elle va redémarrer avec une énergie plus grande et on espère voir d'autres choses. L'exploitation du LHC est prévue jusqu'à 2030. Donc on a accumulé qu'1% des collisions que nous allons accumuler d'ici 2030. Donc il y a encore beaucoup de choses à découvrir, à expliquer. Comme j'ai dit tout à l'heure, le modèle standard n'explique que 4% de la matière et de l'énergie de l'univers. Et on peut espérer que maintenant on va aller au-delà du modèle standard. Mais il est vrai aussi que si on veut aller plus loin, on doit maintenant planter les graines du futur. Les technologies dont on aura besoin pour un LHC un accélérateur post-LHC après 2030 doit être planté maintenant. Ce sont, comme j'ai dit tout à l'heure, des choses à longue échéance. Les premières recherches du LHC avaient lieu en 83-84 pour une mise en service en 2008-2009. Donc il faut penser le coup d'après et le prévoir.
Okay, sorry, I always have to listen for the translation to finish. Excusez-moi, il y a toujours un petit écart dû à la traduction. Donc, on se demande tous quel sera le prochain prix que remportera le CERN pour ses prochaines découvertes. Alors, c'était un exemple de ce que l'on appelle Big Science, donc les grandes organisations scientifiques qui ont cette indépendance de recherche et de découverte. Mais maintenant, je passe la parole à Monsieur Hans Lehrer, qui travaille dans le domaine de l'oncologie et les médicaments utilisés en oncologie. Il s'agit là aussi d'un domaine scientifique essentiel, mais pour lequel chacun ici est conscient de l'objectif final et donc qui est plus accessible au grand public, et donc une question qui sera sans doute d'intérêt pour tous de savoir ce sur quoi vous faites de la recherche et quelles sont vos découvertes. Alors, merci beaucoup de m'avoir invité ici. Alors, pour moi, la science n'est pas seulement un art, mais également un moyen de résoudre des problèmes. La société rencontre de nombreux problèmes et nous pouvons contribuer à y trouver une solution. Et parfois, j'aimerais que le monde politique et les scientifiques prennent plus au sérieux ce rôle essentiel de la science. Alors, un des problèmes que rencontre la médecine qui nous touche tous, un des problèmes clés, c'est un des problèmes clés de la société. Aujourd'hui, un tiers d'entre nous allons mourir d'un cancer. Le nombre de cancers va augmenter à l'avenir, le type de cancer, les différents types de cancers. Et aujourd'hui, nous n'avons que des médicaments qui ne servent réellement à aider qu'un quart des patients du cancer en raison de leur mode d'action. Et donc la question est la suivante. La médecine est évidemment un domaine fort complexe et les processus à l'œuvre au niveau cellulaire impliquent des centaines de milliers de molécules et d'éléments qui interagissent de façon extrêmement complexe. Et donc il est forcément très compliqué de prédire la réaction d'un patient à un médicament qui lui-même interagit avec toute une série de protéines. Et donc, la médecine coûte cher. Environ 10% du PIB est consacré à la santé aux États-Unis. Et je pense que ce chiffre est toujours en croissance. Et il se pourrait bien que les frais de santé représentent l'ensemble du budget américain d'ici quelques années, à l'exception du budget alloué à la NSA. Et il est dans un article qui date de 2000, et il a été dit de façon ironique que les médecins étaient la cause première de décès aux États-Unis. Mais évidemment, il y a matière à discussion, mais l'objectif, clairement, est de se confronter à l'individualité de la maladie, de la nature individuelle de chaque maladie, de chaque tumeur. Et aujourd'hui, nous générons énormément de données dans notre ère numérique et grâce à la puissance de calcul de ces outils informatiques, nous pouvons calculer toutes sortes de choses et cela pourrait être appliqué à la médecine. Pourquoi ça n'a pas été le cas? Environ 3 000 milliards de dollars ont été alloués à la recherche sur le cancer depuis la découverte du cancer. Et si l'on aujourd'hui,
la puissance de calcul des ordinateurs a été multipliée par un facteur inimaginable au cours des dernières années. Mais le problème en médecine, c'est qu'il faut repartir de la base de la maladie elle-même et la déchiffrer, la documenter en grand détail avant de pouvoir proposer des solutions. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que cette puissance technologique peut être utilisée à une fin médicale. Vous connaissez tous l'exemple du génome où il a fallu entre 1 et 3 milliards de dollars américains pour séquencer le premier génome humain. Aujourd'hui, on est capable de séquencer plusieurs génomes humains en une journée. Donc, nous avons la capacité technique aujourd'hui d'identifier et de caractériser les tumeurs des patients individuellement et rentrer dans un niveau de détail qui nous permet de faire des modélisations informatiques et de faire des traitements virtuels sur cette modélisation avant d'appliquer un traitement afin de voir les possibles effets secondaires et négatifs. Donc, nous entrons dans une ère nouvelle de la médecine basée sur le big data, sur le pouvoir de calcul énorme des machines aujourd'hui et il est possible aujourd'hui de reproduire un être humain dans le système informatique à des fins médicales. Et moi-même, je travaille dans l'oncologie et donc aujourd'hui, nous séquençons le génome et le transcriptome des tumeurs des patients. Nous en faisons une modélisation et ensuite appliquons toute une série de solutions médicales pour voir laquelle est adaptée. Et je pense que c'est dans cette direction que va se développer la médecine. Et en effet, une des propositions phares que j'ai coordonnées avec le CEA et le CERN, et Stuart a également travaillé avec moi sur ce projet. Malheureusement, ce projet phare n'a pas été retenu. Et pour vous dire la raison pour laquelle notre proposition a été déclinée, c'est qu'on nous a dit que la médecine personnalisée n'avait pas franchement d'avenir. Parce qu'elle n'existe pas aujourd'hui. Ce qui est évidemment un argument assez fallacieux et étonnant de nos jours. Mais je pense que mon message aujourd'hui, c'est que la modélisation informatique est le seul moyen de prendre en compte la complexité de la médecine. Et on peut dire qu'aujourd'hui, la médecine en est au même stade que la météorologie au début du 19e siècle, lorsque on a découvert le lien entre la pression de l'air et le temps. Et aujourd'hui, nous connaissons les bases qui nous permettraient de faire de telles prédictions météorologiques en médecine, donc les biomarqueurs et autres caractéristiques fondamentales des maladies auxquelles nous essayons de trouver traitement. Mais cela dépend également d'une volonté politique et d'une capacité budgétaire. En effet, aujourd'hui, étant donné la crise, le vieillissement de la population, aujourd'hui, le coût
de la médecine, des soins de santé, si l'on prend en compte à la fois le côté pratique du personnel médical, mais également le coût de la recherche. Nous avons des moyens pour mettre en place des solutions personnalisées avec une puissance de calcul informatique, mais cela ne sera possible que grâce à un vrai soutien et à un vrai financement. Alors, j'aimerais évidemment que ces questions soient plus souvent discutées au niveau politique, des politiques qui, je pense, passent beaucoup de temps à discuter de choses d'un moindre intérêt. Let me just add one question to Merci clarify. beaucoup. Alors j'aurais une question pour éclaircir vos propos. Vous avez parlé des du fait que les scientifiques étaient contents de pouvoir se fixer des objectifs sans se poser la question du financement. Mais ici, vous parlez de l'importance du soutien du politique et de la société. Donc quel est le paradoxe? Y a-t-il un paradoxe? Eh bien, je pense que les scientifiques ne sont pas forcément pris au sérieux. À part certains domaines scientifiques de pointe, la plupart du temps, il n'est pas possible d'accéder à des financements nécessaires pour le développement de nos projets. Et je pense qu'il y a là l'occasion de révolutionner la médecine, et je pense que, étant donné les conséquences du fait de ne pas agir et de ne pas prendre en compte cette possibilité, il faudrait réellement que les scientifiques mettent de côté leur volonté d'avancement, de carrière et autres projets personnels et se mettre au service de la société plutôt que de se focaliser uniquement sur ses propres publications ou son propre avancement en fonction du climat politique. Donc, pour moi, la question est très simple. Tout ce qui est important est, à mon avis, quelque chose que l'on peut comprendre de façon simple. Et il ne sert à rien de complexifier les choses pour les rendre opaques au grand public, bien au contraire. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à un nouveau domaine, l'intelligence artificielle. Il s'agit d'un domaine qui a été créé dans les années 50, surtout aux États-Unis. On parlait d'ordinateurs intelligents, des ordinateurs auxquels vous pouvez parler, des ordinateurs qui comprennent des textes, qui peuvent traduire, qui deviennent intelligents. La définition de cette intelligence reste à être donnée. Et moi, j'ai écrit mon premier article sur l'intelligence artificielle il y a 30 ans, et c'est un de ces domaines où l'innovation de rupture est toujours à 20 ou à 30 ans. À mesure qu'on avance, cet écart ne se réduit pas. Mais je pense que Stuart Russell va nous donner d'autres informations pertinentes sur ce sujet. Alors, aujourd'hui, nous avons des systèmes qui peuvent répondre à vos questions. Nous avons des traductions automatiques accessibles sur Internet, même si la traduction ne sera pas bonne, elle n'est pas tout à fait incompréhensible. Et donc, il s'agit là d'avancées extraordinaires. Peut-être que Stuart Russell va nous parler des inventions à venir et de leur impact potentiel sur la société de demain. Merci Christophe. Et Christophe m'a demandé pourquoi j'étais ici. Eh bien, je suis britannique, mais cela fait un peu plus d'un an que je suis en France, invitée par la France, qui encourage la mobilité des scientifiques
scientifique et j'en suis très reconnaissante. Donc comme Christophe l'a dit, cela fait environ 60 ans que l'on parle de l'intelligence artificielle qui a connu des victoires et des échecs. Vous avez parlé de cette échéance toujours à 20 ans, à 30 ans. C'est vrai qu'il avait été beaucoup parlé il y a 20 ou 30 ans de ce qu'on pourrait aujourd'hui vous offrir dans ce domaine et parfois les attentes étaient quelque peu trop fortes dues à l'optimisme sans doute trop enthousiaste de certains qui est relayé par les médias ne parlant évidemment que aux scientifiques les plus optimistes et les plus enthousiastes. Et donc il est logique que les personnes qui lisent ces articles soient ensuite déçues. Donc moi-même, je vais être trop enthousiaste, trop optimiste. Pour moi, l'intelligence artificielle est en marche et inarrêtable. Et comme l'a dit Christophe, dans certains domaines, les capacités développées ont atteint un niveau où elles ont atteint une masse critique, qui ont une utilité immédiate et donc une rentabilité potentielle. Et donc, je parle ici de la reconnaissance vocale, la vision informatique, la recherche informatique, l'intelligence artificielle dans les jeux et la traduction automatique. Si l'on augmente d'1% la qualité de ces différents outils, cela génère $1 milliard. Et donc, lorsque j'étais président du département des sciences d'intelligence artificielle à Berkeley, on se demandait si l'on allait travailler non seulement sur les moteurs de recherche, donc qui cherchent des documents sur la base des mots qu'ils contiennent, mais d'avoir un moteur de recherche intelligent qui lise, comprenne et synthétise des documents existants. Et donc, si cette technologie avait vu le jour, elle vaudrait aujourd'hui plusieurs milliers de milliards de dollars. Et donc, je pense que, et nous avions dit à l'époque, nous devrions peut-être nommer 1 ou 2 personnes pour travailler sur ces questions. Et Google nous avait répondu, nous, on en emploie, on en recrute 2 ou 3 par jour. Et donc, cela montre l'écart entre nos deux mondes. Mais je ne sais pas combien d'entre vous utilisez Google Translate. Eh bien, vous êtes assez nombreux. Eh bien, moi-même, je l'ai essayé et j'ai eu en effet l'occasion d'acheter un appartement à Paris cet été. Je ne sais pas qui d'entre vous avait déjà essayé d'acheter un appartement à Paris. Donc, je me suis retrouvée avec un contrat juridique de 75 pages à lire, évidemment. Donc, je me suis dit que j'allais le passer dans Google Translate et le résultat était indéchiffrable. Je n'en comprenais pas un seul mot. Cela dit, je ne suis pas sûre que les Français auraient compris le document original non plus. Donc, j'ai décidé de le mettre dans Google Translate pour faire français vers le français, ce qui n'est d'ailleurs pas une option offerte par Google Translate. Donc, il y a des progrès, des avancées concrètes, et certains d'entre vous avaient peut-être parlé des prévisions pour l'avenir. Hier soir, nous avons discuté de la singularité. La personne d'ailleurs qui servait le champagne lors de la réception d'hier a parlé de ce concept de singularité. La singularité, c'est lorsque une machine est capable de plus de calculs que le cerveau humain. Et l'idée est que lorsque cette frontière sera dépassée, les machines seront plus intelligentes que les humains et qu'il y aura ensuite une explosion de l'intelligence. Donc les machines seront capables de créer d'autres machines plus rapidement que nous et qu'au final, nous disparaîtions de la surface de la Terre, submergés par toutes ces machines. Et il s'agit là évidemment d'une fantaisie complètement irrationnel, mais c'est ce dont parlent les médias parce que c'est quelque chose de très attirant, de simple, de très optimiste, mais ça n'a rien à voir avec la vérité. Aujourd'hui, avoir une puissance de calcul rapide est évidemment utile, mais ça n'est pas la question critique dans ce domaine. Ce qui est critique pour nous, c'est comprendre ce qu'est l'intelligence, comment fonctionne l'intelligence, qui est vraiment la clé ici. C'est comme si on disait
disait, on souhaite voyager plus vite que la vitesse de la lumière. Et c'est comme si on disait, il suffira de construire une voiture de plus en plus grande et puis on arrivera à aller plus vite que la vitesse de la lumière. Eh bien, c'est la même chose pour l'intelligence artificielle. Donc la puissance de calcul n'est pas l'indicateur de l'intelligence. Or, il y a toute une série d'exemples avec la traduction automatique, la reconnaissance vocale, la vision informatique. Aujourd'hui, toutes ces technologies s'améliorent et donc, par exemple, aujourd'hui, il existe des robots qui sont capables de se diriger dans un environnement non structurés, donc qui ont grâce à cette vision par ordinateur et donc ils sont capables de livrer une chose d'un endroit à un autre, etc. Mais il leur faut néanmoins des indicateurs visuels dans le parcours qu'ils poursuivent. Et donc si l'on réussit néanmoins à développer des capacités de perception qui sont du niveau de celles des capacités humaines, eh bien, on pourra se retrouver avec des robots qui sont capables de faire la vaisselle, faire la lessive, accrocher la lessive. On va se retrouver avec des voitures sans chauffeur. Google a un projet dans ce domaine où les réussites sont tangibles. Et nous avons également un autre exemple, ce sont les drones qui sont des dispositifs télécommandés, mais malheureusement les États-Unis, le gouvernement souhaite s'en servir comme outil d'observation et de surveillance. Pour l'instant, ils s'en tiennent à cette seule mission, mais on n'est qu'à un pas de l'autonomisation de ces dispositifs qui pourraient devenir des armes autonomes. Donc, l'intelligence au service de l'intérêt général, c'est-à-dire la capacité de l'être humain à s'atteler à une tâche, à essayer de la comprendre et construire sur ses connaissances et trouver une solution adaptée, eh bien, cette capacité proprement humaine, je ne peux vous dire si elle sera faisable, si elle pourra être créée. Mais néanmoins, la question se pose de savoir si jamais cela devient réalité, que se passera-t-il? J'ai récemment lu un livre de David Lodge sur la critique littéraire et à un moment dans cet ouvrage, le professeur se voit poser une question par un étudiant qui dit « Eh bien, qu'en serait-il si vous aviez raison ?» Et donc, c'est une question que les professeurs de littérature se posent rarement. Et donc, en l'occurrence, cette intelligence si jamais elle devait devenir réalité, quelle en serait la conséquence? Eh bien, regardons les grands événements probables de l'avenir de l'humanité. Alors, soit nous allons tous mourir à cause d'une guerre nucléaire, d'une catastrophe écologique. On pourrait vivre éternellement. On pourrait recevoir la visite d'extraterrestres. Nous pourrions voyager à la vitesse de la lumière. Et en 1965, Ivan Good, qui était un scientifique qui a travaillé avec Turing sur le déchiffrage des codes pendant la guerre, a écrit un article sur les machines ultra intelligentes. Et il a écrit la première machine ultra intelligente de l'homme sera la dernière invention que l'homme aura besoin de faire lui-même, parce qu'ensuite ces machines pourront elles-mêmes se recréer et trouveront peut-être la solution pour éviter une catastrophe écologique, pour éviter, pour nous permettre de vivre éternellement, pour nous permettre de voyager à la vitesse de la lumière. Donc si on considère que ce sont des objectifs positifs, peut-être que c'est l'intelligence artificielle qui nous permettrait de les réaliser.
Mais néanmoins, nous avançons vraiment à tâtons et les yeux bandés. Imaginez non pas que ce soit imaginez que ce ne soit pas l'intelligence artificielle, mais une civilisation extraterrestre qui vient nous voir et qui nous envoie un email ou un tweet pour dire, eh bien, on va arriver dans 30 ou 40 ans. On leur répond, bon, bah, on ne leur répondrait pas, bon, ok, pas de problème, on vous attend, vous nous direz ce qu'il faut faire. Eh bien non, on mettra en place toutes sortes de comités à l'Union européenne, aux Nations Unies, etc. et comment nous préparer à accueillir ou à se défendre contre cette arrivée extraterrestre. Alors, une des différences ici, c'est que l'arrivée de l'intelligence artificielle est de notre propre fait. Donc, nous en avons le contrôle par rapport aux extraterrestres. Peut-être que c'est là un garde-fou, mais en même temps, si l'on va créer quelque chose de plus intelligent que soi, on ne peut prédire comment va se comporter ce système. Et c'est une raison d'être inquiet. Peut-être qu'il y a néanmoins un moyen de créer une machine ultra intelligente sûre. Mais jusqu'ici, ces réflexions restent marginales. Ça n'est pas une question qu'on se pose dans le domaine de l'intelligence artificielle mainstream. Et il y a néanmoins deux groupes de réflexion sur des groupes de philosophes qui réfléchissent à cette question, notamment à Cambridge. Mais en effet, cela montre que cette question n'est pas seulement une question de science informatique, mais également une question philosophique. Si nous créons une machine qui peut nous donner toutes sortes de réponses sur toutes sortes de choses, sur l'avenir de l'humanité, eh bien, il faut que nous réfléchissions aux questions que nous allons poser à ces machines. Est-ce qu'on veut vivre éternellement? Si on a la solution à la longévité éternelle, on ne pourra évidemment y renoncer. Une fois que l'idée est lancée, on n'y renoncera pas. Et donc, il faut être sûr des questions qu'on va poser à ce système d'intelligence artificielle. Donc, s'il y avait une grande différence entre la façon de penser américaine et européenne, aux États-Unis, tout ce qui est plus grand et plus fort est meilleur. Et donc, si l'ultra-intelligence est meilleure que l'intelligence, eh bien, il faut aller vers cette ultra-intelligence. Alors qu'en Europe, on a tendance à plus peser le pour et le contre, ou en tout cas discuter beaucoup plus avant d'avancer. Donc, je pense qu'on devrait continuer les discussions sur ce point. Un dernier point, les organisateurs nous ont demandé une action concrète, une proposition concrète pour le projet européen. Et j'aimerais revenir à cette question des armes autonomes. Et il y a en effet une proposition de traité dont il a été discuté aux Nations Unies, et c'est Human Rights Watch qui a proposé un traité sur l'interdiction des armes autonomes, et j'aimerais que l'Union européenne soutienne ce traité. Thank you very much, Stuart. Merci beaucoup. One question. Wouldn't the first thing that this smart la première chose que cet être d'intelligence artificielle ferait, c'est de se débarrasser de toutes les réglementations que nous avons créées. Oui, c'est d'ailleurs là le problème. J'ai toute une série de théories, quelque peu techniques pour éviter ce problème, mais je pense qu'il s'agit là d'un projet de recherche à long terme auquel il nous faut nous atteler. J'ai oublié de le dire au départ, mais vous l'avez déjà entendu à plusieurs reprises aujourd'hui. Vous pouvez poser des questions et poster vos commentaires en nous envoyant un SMS ou un tweet. Tout est indiqué ici sur l'écran, donc je ne vais pas vous répéter l'adresse Twitter qui est indiquée à l'écran. Et je n'ai pas de questions pour l'instant, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos questions.
Nous allons maintenant donner la parole à une intervenante sur la communication scientifique. Alors moi je travaille, je suis journaliste et nous écrivons des articles sur la science et il est vrai que nous écrivons beaucoup d'articles sur la science américaine plus que européenne. Et nous arrivons, la France, l'Italie, l'Espagne, alors qu'il y a beaucoup de recherches scientifiques de haut niveau, malheureusement ne reçoivent pas la couverture médiatique qu'elle mériterait. Évidemment, il y a toujours la question de la langue. Les communications scientifiques sont souvent en anglais aujourd'hui, c'est vrai, mais néanmoins, il reste une part de la production en langue nationale et je pense qu'aussi les Américains sont meilleurs en termes de communication scientifique. C'est eux qui sont à la tête des grandes revues scientifiques. Ils ont des sites web avec des alertes sur les actualités scientifiques et ce qui fait que ce qui se passe au fin fond d'une université du Midwest sera connu des universités européennes alors qu'elles ne connaissent pas ce que font leurs voisins européens. Donc je vais passer la parole à Rafaela Kitson-Pantano qui est une des cofondatrices de ESOF, donc le Forum ouvert des scientifiques européens. Il s'agit d'un événement ouvert au public et scientifique et à la presse pour discuter de questions scientifiques. Et donc peut-être qu'elle va pouvoir nous parler du succès de cette initiative et quels sont les moyens pour mieux communiquer sur la science auprès du public, du grand public, pas seulement des médias, afin de mettre la scène scientifique européenne en lumière. Merci Christophe. Tout d'abord, j'aimerais remercier Europa Nova pour cette merveilleuse conférence et j'aimerais également vous remercier de m'avoir invité à prendre la parole aujourd'hui. Donc, comme Christophe l'a dit, je travaille dans le domaine de la communication scientifique et on m'a demandé de partager avec vous le parcours qui m'a amené à cette activité. Et pour vrai dire, c'est pendant mon doctorat en sciences génétiques que je me suis rendu compte du fossé, du large fossé qu'il existe entre la communauté scientifique et la société en général. Et donc, moi, je me suis dit que je pouvais apporter ma pierre à l'édifice. Donc, pendant ma thèse, j'ai décidé d'étudier la science politique à travers la Open University, donc l'Université des libres savoirs. Et une fois que j'ai eu fini mon doctorat en sciences génétiques, je suis allée étudier un master de politique européenne au Collège d'Europe. L'idée étant il ne me fallait pas seulement comprendre la science, mais également les institutions qui la régissent. Et donc ensuite, comme l'a dit Christophe, j'ai été nommée directrice de l'ESOF. Il s'agit d'un événement organisé par Euroscience, qui est une association européenne pour la promotion de la science et de la technologie, qui a créé l'événement ESOF il y a 10 ans. Donc ESOF est un événement itinérant qui va de ville en ville européenne tous les 2 ans, qui rassemble plus de 6000 scientifiques, politiques, entrepreneurs, journalistes et membres du public pour discuter des questions de l'avenir de la science. Et un des programmes de ESOF, c'est la ville et la science dans la ville. Et j'ai toujours été étonnée lors de cet événement d'ESOF, qui a pour objectif de parler au grand public, eh bien, souvent lors de ces conférences, certes, les scientifiques viennent des 4 coins de l'Europe, mais la plupart du temps, les membres du public, donc du grand public, proviennent du pays, de la région ou de la ville, mais il ne s'agit pas d'un public transfrontalier. Et néanmoins, il y a des initiatives nationales pour réduire ce fossé entre la science et la société. En France, nous avons la fête de la science, mais souvent ces événements sont d'ampleur nationale et non pas européenne. Il y a peu d'événements européens qui ont pour objectif de réduire le fossé entre la science et la société. Et donc, en réponse à cette demande de propositions concrètes, je pense qu'une proposition
serait que l'Europe œuvre à communiquer sur ce qu'il se fait dans le domaine de la science en Europe. Alors, qui ici dans la salle sait ce que veut dire l'acronyme CER? ERC en anglais. Eh bien, c'est pas si mal que ça. Mais néanmoins, Christophe en a parlé au début de ce panel, donc il est triste que tout le monde ne connaisse pas cet acronyme. Il s'agit du Conseil de recherche européen. C'est une des agences de financement principales de l'Europe pour la recherche. Et un article a été publié dans la revue Nature en juillet cette année qui a indiqué qu'il y avait une augmentation de 50% des demandes de bourses de démarrage qui sont des bourses pour des jeunes doctorants qui ont terminé leur thèse 2 à 7 ans avant la demande de la bourse. Et c'est une bonne chose, ce qui veut dire, parce que cela veut dire que les jeunes chercheurs sont conscients de ces instruments européens. Mais si l'on demande au grand public ce qu'est le CER, c'est très peu connu. Et encore, ceux d'entre vous qui regardez ou qui êtes présents aujourd'hui à cette conférence êtes intéressés par l'Europe. Donc il y a encore plus de chances que vous soyez au courant que le reste du grand public. Donc pour moi, il y a réellement un déficit d'information. Il faut que l'Europe communique mieux sur la science, et non pas seulement à un niveau national, mais également européen, pour réduire ce fossé. Donc comme l'a dit Christophe, je travaille à la Fondation L'Oréal. Je suis en charge du programme Les femmes et la science L'Oréal UNESCO, qui décerne 230 bourses par an à des femmes à travers le monde, donc 198 pays et 5 prix internationaux sont également décernés pour des femmes de chacun des continents du monde. Et pour conclure, j'aimerais dire que le monde a besoin de tous les cerveaux, ceux des hommes, des femmes, ceux des scientifiques, ceux des hommes politiques, ceux des entrepreneurs et ceux des citoyens. Nous avons besoin de toute cette capacité cérébrale, toute cette matière grise pour faire avancer la science. Et j'aimerais donc conclure avec le rêve, la vision que j'ai pour l'Europe. L'Europe dont je rêve est une Europe dans laquelle les scientifiques partagent leurs découvertes avec le grand public et que le grand public leur parle de leurs inquiétudes. Et lorsque il y ait un panel de scientifiques invités à une conférence, il n'y ait que les meilleurs des hommes et des femmes, scientifiques ou non, qui soient invités. Je vous remercie. Thank you, Rafaela. Merci, Rafaela. Wow, many people talking here. It's all so interesting. I keep watching tous ces orateurs et tant de discours intéressants. Je regarde évidemment ma montre et j'espère vraiment que nous aurons le temps pour des questions ensuite. Nous avons beaucoup parlé de la science en Europe, la science européenne. Est-ce que nous devons soutenir la science en Europe uniquement parce que c'est notre équipe nationale, comme on le fait pour le foot, ou bien est-ce que l'Europe a réellement une valeur ajoutée à apporter au monde que les Américains ou les Chinois ne peuvent apporter? C'est une des grandes questions dont va parler M. Étienne Klein. Quel est l'apport de la science en Europe? Je vous remercie. Merci pour l'invitation. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Oui, Cédric Villani m'a demandé de ne pas parler du CERN, mais je vais lui obéir, mais bon, partiellement désobéir, en revenant sur quelques points qu'a évoqué tout à l'heure Frédéric Bordry, et signaler que le passé du CERN est actif dans son présent. Et j'y vois là un symbole qui me servira de guide tout à l'heure, c'est-à-dire que le premier accélérateur qui a été construit au CERN, qui s'appelle l'EPS, qui a été construit il y a 50 ans, je crois, sert d'injecteur dans la machine actuelle qui est le LHC. Et c'est cette continuité historique qui a conduit au succès qu'on a évoqué tout à l'heure. Et le CERN lui-même a été créé en 1954, notamment grâce à la collaboration et l'envie d'Europe de physiciens qui se connaissaient avant la Deuxième Guerre mondiale et dont les pays s'étaient fait la guerre terrible pendant quelques années. Donc des physiciens allemands, italiens, français, anglais qui décident de collaborer, puisqu'à cette époque, ce que je pourrais appeler le désir d'Europe avait l'air d'être beaucoup plus vivace qu'aujourd'hui. Et c'est cette continuité historique qui elle-même s'appuie sur les racines même de l'Europe, puisque c'est sur les rivages de la mer Ionienne que la question de quoi la matière est-elle faite a été posée pour la première fois. Et c'est cette question, constamment renouvelée, explorée avec des nouveaux moyens, que le CERN prolonge. Et aujourd'hui, les questions qui se posent sont très bien posées.
et Frédéric Brodry les a rapidement évoqués, il y a la question de savoir de quoi est faite la matière noire, qui agit gravitationnellement, mais qui n'émet pas de lumière. De quoi est faite l'énergie noire qui est responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers. Et puis, où est passée l'antimatière qui était présente dans l'univers primordial et qu'on ne voit plus aujourd'hui. C'est un petit nombre de questions très bien posées qui, si nous restons fidèles à notre histoire, devraient continuer de nous intéresser. Alors justement, je voulais parler d'histoire parce que, comme vous le savez sans doute, en 1935, Edmund Husserl, le grand philosophe qui avait 78 ans à l'époque, il n'était pas loin de mourir, a entamé une série de conférences dans les grandes capitales européennes dans lesquelles il avait le droit de citer. Donc il n'y avait pas l'Allemagne, mais il a donné la première conférence le 7 mai 1935 à Vienne. Et cette conférence s'est déclinée en plusieurs itérations jusqu'à aboutir à un livre qui s'intitule « La crise de l'humanité européenne ». Et c'est un livre qu'il faut relire aujourd'hui, même si certains aspects de ce qu'il évoque sont datés. Mais ce qu'il dit en gros, c'est que l'émergence du nazisme, qui l'effraie évidemment, traduit notamment le fait que l'Europe a perdu la signification du dépôt spirituel hérité de l'Antiquité grecque. Je le cite. Les questions qui nous intéressent aujourd'hui commencent toutes par comment et non plus par pourquoi. Et enfin, ça serait long à commenter davantage, mais en gros, ce qu'il dit, c'est que l'objectivité, le rationalisme, inventés par l'Europe, sont en train de s'enliser dans l'objectivisme. Et que du coup, l'Europe devrait retrouver une façon européenne de faire de la science, par exemple, qui la relie à ses origines historiques et philosophiques. Et de ce point de vue-là, la découverte du boson de Higgs, dont on a un peu parlé, montre que, comme l'avait pressenti Husserl, nous avons quitté cette trajectoire. C'est-à-dire que la découverte du boson de Higgs, ce n'est pas simplement une nouvelle particule qui est la clé de voûte du modèle standard. C'est aussi une découverte philosophique négative, comme disait Merleau-Ponty, c'est-à-dire que cette particule nous oblige à complètement repenser notre façon de comprendre ce qu'est la masse. Et d'ailleurs, si on la prenait vraiment au sérieux, les manuels scolaires de la rentrée prochaine, dans toute l'Europe et même dans le monde, seraient modifiés en conséquence. Et le fait qu'on n'insiste plus sur cet aspect de cette découverte montre que quelque chose a été abandonné dans l'affaire. Alors, pour parler encore un peu d'histoire, la chose dont, à mon avis, nous ne sommes pas remis du tout, c'est le fait qu'au moment où l'Europe a produit le meilleur d'elle-même, et à mon avis, c'est l'Europe des années 20-30, la naissance de la physique quantique. Si vous regardez les noms de tous les pères fondateurs de la physique quantique, il n'y a que des Européens. Vous pouvez mettre Oppenheimer si vous voulez, mais il a fait ses études en Europe. Ce sont des gens qui se rencontraient tous les ans à Bruxelles, à l'hôtel Métropole. Leur voyage, leur séjour était financé par l'industriel Solvay. Et c'est là, dans les congrès Solvay, que les idées venant les unes d'Autriche, avec Schrödinger ou Paoli, d'autres venant d'Angleterre avec Dirac et quelques autres, ou bien du Danemark avec Niels Bohr, ou bien d'Italie avec Fermi, etc., se sont agrégés avec des épistémologies qui étaient très nationales. La physique allemande, par exemple, de l'époque, n'était pas bâtie sur les mêmes principes épistémologiques que la physique anglaise ou italienne. Mais tout ça mis ensemble, ça fait la physique quantique, la physique nucléaire qui démarre à l'époque, etc. Et là, il se passe quelque chose d'absolument inédit dans l'histoire des idées. Vous pouvez regarder cette histoire avec beaucoup d'attention, et même avec tout le recul qu'on peut avoir par rapport à cette époque, vous ne comprendrez toujours pas comment cette sorte de miracle a pu se produire. Regardez comment la physique s'est bouleversée entre 1925 et 1932. Le rythme des découvertes, le changement de perspective, etc. Et le malheur, c'est qu'au moment où l'Europe produit le meilleur d'elle-même, elle produit le pire. Elle met au pouvoir Mussolini, Staline, Hitler. Bon, vous connaissez la suite. Et la physique est livrée quasiment clé aux mains aux États-Unis, qui la reprennent, font des bombes atomiques, et ils changent un peu la façon de faire de la physique. C'est évidemment la même physique, mais la façon de la dire, de la penser, de la communiquer est plus tout à fait la même. Et je trouve que dans le fait que le prix Nobel ait été donné cette année à Englert et Higgs, et
presque symboliquement au CERN également, c'est une leçon politique et pas simplement la récompense d'une découverte scientifique importante, c'est une leçon politique, c'est-à-dire l'Europe, sur ces questions-là, est en train de reprendre la main. Et on pourrait se dire, comme l'a dit Frédéric Borteri, que puisqu'il n'y a plus de concurrence, peut-être que l'appétit pour poursuivre cette aventure va diminuer, que la libido va s'émousser légèrement. Et je pense que si l'Europe veut rester fidèle à elle-même, elle doit continuer d'enchasser son projet scientifique dans un projet de civilisation, ce qui a toujours été le cas depuis, disons, Descartes, pour lequel le but de la science et de la technique, ce n'était pas la maîtrise de la nature pour elle-même. Le but, c'était le bonheur et la liberté. Et donc, il faudrait trouver le moyen d'associer l'Europe à un nouveau projet de civilisation. Le mot est un peu pompeux, mais je le choisis quand même, pour que la science et la technique soient pensées d'une façon qui nous connecte à la fois à notre passé et aussi au futur qu'on veut constituer. Et il me semble qu'on n'est pas très bien parti pour 3 raisons. Et c'est ces 3 raisons que je vois comme des symptômes qu'il faudrait corriger. La première, c'est que dans beaucoup de pays européens, et notamment en France, les scientifiques sont invités et même priés d'avoir un rapport malheureux à ce qu'ils font. Voilà, l'innovation, c'est des risques, etc. Bon. Même quand on fait démarrer le LHC, on vient nous embêter avec des histoires de trous noirs qui pourraient absorber la Terre, comme si la peur, qui est parfois légitime, devenait une sorte de jurisprudence universelle. Je pense que la science, ça suppose une forme de libido, d'enthousiasme, de joie de la pensée, sans lesquels faire de la science, c'est vraiment ennuyant. Bon. La deuxième chose, c'est que on sent l'influence grandissante de ce qu'on appelle en philosophie le relativisme. Bon. Il y a évidemment des versions du relativisme qui sont parfaitement justifiées, mais lorsque le relativisme devient lui-même absolu, d'abord il se contredit lui-même, mais en plus, il invite à une forme de paresse intellectuelle, puisqu'il laisse entendre que toutes les théories physiques, par exemple, sont des constructions sociales qui viennent servir les intérêts des communautés qui les ont promues. Et donc, si la théorie de la relativité est une construction sociale, pourquoi est-ce que vous iriez vous embêter à l'apprendre? Autant faire directement de la sociologie. Et enfin, un troisième symptôme, vous l'avez peut-être vu dans la presse, les résultats du dernier classement PISA pour adultes, où on mesure les compétences scientifiques en numératie, en littératie et en capacité argumentative dans les différents pays de l'OCDE. Et je vois que la France est 27e sur 34. Et tout ça apparaît à un moment où l'Europe devient une espèce de bouc émissaire facile. Et donc je pense que c'est dans ces secteurs-là qu'il faudrait agir, remonter dans le classement PISA pour adultes. Ça me semble être une priorité. Je ne sais pas par quel moyen, parce que je suis très surpris par le manque d'efficacité des méthodes de communication ou de pédagogie que nous tentons de mettre sur pied. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc il y a peut-être quelque chose à revoir. Peut-être qu'il faut s'inspirer des succès qu'on peut observer ailleurs. Et en guise de morale, je vous livre un proverbe dont je ne connais pas l'origine, mais qui me paraît pertinent vu le sujet d'aujourd'hui. Quand la chèvre a du lait, l'homme n'a plus besoin de bouc émissaire. Thank you very much. I'm turning to our last speaker, Cédric Merci Villani. beaucoup. Donc je passe maintenant la parole à Cédric Villani, qui est mathématicien. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de financement. Tout ce que vous inventez, découvrez est le fruit de votre réflexion. Il vous faut un papier, un crayon et puis quelques billets d'avion pour en parler avec d'autres de vos collègues. Donc est-ce que l'Europe, est-ce que la science a besoin de l'Europe, de son financement, de son soutien, ou est-ce que il vous suffit de parler avec vos pairs? Merci Christophe pour lancer le débat de façon un peu provocante. Je vais commencer alors
Étienne a commencé en me désobéissant puisqu'il a parlé un petit peu du CERN, et donc je vais moi aussi me désobéir à moi-même en revenant sur le CERN et mentionner que c'est une aventure qui a beaucoup de ramifications dans son histoire, et que, par exemple, l'une des figures clés au moment de la mise en place du CERN, Louis de Broglie, grand nom de la physique théorique française à une époque, aussi un grand nom dans l'institut que je dirige, l'Institut Henri Poincaré, puisqu'il en a été directeur adjoint pendant très longtemps. Et donc un institut qui est tout entier consacré à l'accueil de chercheurs français, étrangers, peut-être 500 chercheurs invités par an sur des sujets liés de près ou de loin à la mathématique. On est en plein dans les échanges qu'a évoqué notre ami Christophe avec l'image des billets d'avion. Pour revenir au sujet principal maintenant, la question mathématique. La mathématique, ça représente qu'une faible proportion des budgets des personnels ou de la littérature scientifique, juste quelques petits pourcents, mais c'est présent dans tous les grands projets technologiques, que ce soit dans vos prévisions météo, dans votre téléphone portable, partout, toujours en association avec d'autres sciences, mais tout le monde, dans cette salle, nous utilisons tous chaque jour les contributions de mathématiciens d'un passé lointain ou d'un passé très proche. Et les mathématiques, c'est donc une discipline fondamentale dans tous les sens du terme. C'est aussi une population intéressante, les mathématiciens, quelques centaines de milliers de chercheurs à travers le monde, avec une place particulière dans la science, dans l'éducation, dans la société, sujet extrêmement vaste et souvent passionnel. Et puis, c'est un sujet en plein développement, contrairement à ce qu'on croit souvent. Des centaines de milliers de nouveaux théorèmes sont démontrés chaque année à travers le monde, plus qu'il n'y en a jamais eu démontrés. Alors, dans tout ce monde, je vais me contenter d'évoquer quelques axes liés à la vie et à l'organisation de la communauté mathématique, qui me semblent les plus pertinents par rapport aux thèmes européens, aux thèmes qui sont revenus durant ces 2 derniers jours, et qui donneront des pistes de réponse à la question posée par Christophe sur comment l'Europe peut aider la communauté mathématique. Alors, pour lancer les choses, je vais parler de la question fondamentale de la formation et de la vocation. D'ailleurs, c'est l'une des 3 questions qui me sont posées le plus souvent, je dirais, par les gens qui me rencontrent la première fois. Les 3 questions auxquelles je suis abonné, c'est, premièrement, pouvez-vous décrire votre recherche en termes compréhensibles par le commun des mortels? Deuxièmement, quelle est la signification de votre araignée? Et troisièmement, à quel âge avez-vous pris conscience que vous aviez un talent en mathématiques et que vous vouliez devenir mathématicien? Et sur ce 3e sujet, mon auditeur est toujours déçu quand je dis qu'il n'y a aucune date miracle, aucune illumination, que c'était un processus graduel et que s'il y avait un moment vraiment à définir qui a changé les choses, ce moment, c'est la thèse. De tous les diplômes universitaires, je pense que clairement la thèse, c'est le plus important. Pas tellement parce que c'est le plus avancé, c'est d'ailleurs pas le plus avancé dans le système français, puisque l'habilitation à diriger les recherches est encore au-dessus, mais parce que la thèse, c'est un diplôme qui est un apprentissage, on pourrait même dire un compagnonnage. C'est le premier diplôme dans lequel vous partagez la vie des mathématiciens avec tous ces aspects. Vous voyagez, vous rencontrez les gens, vous cherchez et on vous fait travailler comme les autres sur un sujet dont on ne connaît pas la solution et vous apprenez vraiment quelque chose. C'est comme une formation, c'est plus que simplement suivre des cours. Évidemment, la formation, tout dépend de avec qui vous la faites, avec qui vous faites ce plongeon au sein de votre métier. Dans mon cas, dès le début de ma thèse, il y a eu très clairement 3 sphères d'influence dans ma formation. La première, c'est la sphère française. Je suis au départ un pur produit du système français. C'est l'occasion de rappeler que depuis 250 ans, il est extrêmement performant en recherche mathématique et que l'École normale supérieure a formé plus de médailles Fields que n'importe quelle autre institution dans le monde. Ces chiffres sont évidemment en contraste frappant avec les désolants résultats de PISA pour adultes que rappelait Étienne, mais la France est une terre de contrastes et d'idéaux, où les gens peuvent être très bons ou très mauvais, ça dépend du point de vue. Deuxième influence, après l'influence française, et là on est pleinement dans notre sujet, il y avait les voyages européens. J'étais participant à un programme européen d'échange, où même on était obligé de bouger un peu plus que ce qui était nécessaire pour satisfaire certains quotas et des choses comme ça. Et ça a été extrêmement profitable. En particulier, j'ai pu trouver dès le départ des collaborateurs italiens et allemands qui ont joué un rôle déterminant dans ma thèse, dans des directions qui n'étaient pas a priori, en tout cas sur des théorèmes qui n'étaient pas du tout prévus au départ dans mon sujet de thèse. Troisième influence, les grandes universités américaines,
depuis le grand changement d'organisation géopolitique de la science que constitue la Seconde Guerre mondiale et la période qui est juste avant, juste après, les universités américaines restent un rendez-vous incontournable. Pour moi, c'était en particulier, juste à la sortie de ma thèse, ma première invitation à Georgia Tech, Atlanta. L'occasion d'enseigner à l'étranger pendant plusieurs mois, l'occasion de prendre un virage scientifique nouveau. Jusqu'à présent, j'étais uniquement spécialiste de théorie des gaz, théorie statistique des gaz. Et à Atlanta, le cours que j'ai été amené à donner sur un autre sujet, la théorie du transport optimal, Optimal Transport, c'était le point de départ d'un livre que j'ai écrit sur le sujet qui a été un tournant dans ma carrière. Enseigner à Atlanta, c'était aussi l'occasion de prendre pleinement conscience du caractère international de la science et de la différence d'organisation entre un système universitaire à l'européenne et un système à l'américaine. Alors, dans mon cours à Atlanta, sur une bonne vingtaine d'étudiants et de chercheurs, il y avait des Indiens, Chinois, Espagnols, Béninois, Suisses. Il y avait même quelques Américains, en cherchant bien, il y en avait peut-être 2 ou 3 sur le tas, mais vraiment on prenait conscience de cette faculté extraordinaire des universités américaines d'attirer, d'importer des cerveaux dont l'éducation a été en très grande partie faite à l'extérieur, en Europe et ailleurs. Au passage, pour revenir sur un thème qui a été largement abordé durant ces 2 jours et que Christophe a aussi cité en introduction, la question des langues, on peut la poser dans certains domaines, sur certains sujets au niveau de l'Europe, la question d'une lingua franca européenne, anglais, pas anglais, on a même parlé d'espéranto tout à l'heure. Dans le domaine scientifique, la question ne se pose pas. Quand vous avez en face de vous des élèves qui ont 10 langues natales différentes, quand vous faites un exposé au Congrès international des mathématiciens devant des chercheurs de 150 nations différentes, il vous faut une langue a priori déterminée pour faire ça. Et pour des raisons historiques, essentiellement historiques et liées encore à la Seconde Guerre mondiale, la lingua franca du monde, c'est l'anglais, l'anglais américain, s'il fallait choisir entre les différents anglais. Et pour revenir à cette... oui, je vois Raphaëlla qui est très triste que je parle d'anglais américain. Le point, c'est qu'en un certain sens, les États-Unis, les grands projets scientifiques américains ont joué un rôle décisif dans cette Seconde Guerre mondiale, et ça a été en même temps toute la science européenne, dans ses grandes parties, comme l'a très bien évoqué Étienne il y a quelques minutes, a été absorbée aux États-Unis, et là il a fallu tout recommencer du côté européen. Pour revenir à mon histoire, premier point, l'importance des échanges. Dès le début de ma thèse, c'était il y a 20 ans, le tout début on va dire, et depuis ces premiers voyages, j'ai pu visiter une bonne quarantaine de pays différents. J'ai pu assister aussi à des évolutions qui ont eu lieu de manière assez rapide en 20 ans, même si en mathématiques, on est les plus ancrés dans la tradition. Alors on peut dire en particulier que les articles sont de plus en plus coopératifs, c'est vrai dans toutes les sciences. La spécialisation a encore augmenté. Et aujourd'hui, un mathématicien de très haut niveau ne va réellement maîtriser qu'au mieux 2 à 3% de l'ensemble des champs mathématiques et au mieux comprendre, disons, 30% de l'ensemble des sciences mathématiques. Vous avez de grands axes qui émergent, Chine, Inde, Brésil en particulier, avec des styles très différents. On n'a pas les briques au complet parce que la Russie, c'est plutôt le contraire. Ça s'est effondré au cours des dernières décennies du côté de la production scientifique. Et puis quelque chose d'autre qui s'est effondré dans les 20 dernières années, c'est une tendance de fond qui continue, ce sont les effectifs dans les filières scientifiques, les effectifs des jeunes étudiants. Beaucoup, y compris moi, considèrent cela comme la menace la plus sérieuse qui plane sur la science dans les pays développés, en particulier en Europe, le problème des vocations. Avoir des filières bien organisées, des universités qui fonctionnent bien, évidemment, c'est très important, mais s'il n'y a pas d'étudiants à accueillir, ça ne sert à rien. Et dans tous les pays européens, des efforts considérables sont faits pour remédier à cette crise de vocation, soit en cherchant à attirer par tous les moyens possibles des étudiants qui viennent d'autres pays émergents, soit en tentant de relancer les vocations par des actions sciences-société, par des actions de culture scientifique, comme la très belle opération ESOF dont nous a parlé Raphaëlla. Et puis il y a une prise de conscience de la nécessaire revalorisation du métier de chercheur et de scientifique sur tous les plans matériels et sociaux. Et puis en 20 ans, on a aussi pu assister à 2 révolutions. Il y en a une qui surprendra personne, c'est la révolution numérique. Dans les habitudes des mathématiciens aussi, l'avènement du courrier électronique comme moyen de communication standard, l'avènement des articles électroniques comme moyen d'échange scientifique standard a bouleversé la donne, a accéléré les échanges. Et la deuxième révolution, en Europe et surtout en France, c'était l'écroulement du mur qui séparait mathématiques pures et mathématiques appliquées. 1994, Pierre-Louis Lyons reçoit la médaille Fields et se définit comme le premier mathématicien appliqué à recevoir la médaille Fields. 16 ans plus tard, Hyderabad, 2010,
Sur les 4 mathématiciens qui recevaient la médaille Fields, 3 faisaient des choses qui auraient pu être considérées comme appliquées, mais tous en chœur déclaraient devant les journalistes qu'aujourd'hui il n'y avait plus de distinction entre mathématiques pures et mathématiques appliquées, et que tout ça faisait partie d'un grand continuum. C'est une vraie révolution dans la conception et que les mathématiciens eux-mêmes ont de leur discipline. Alors, je vous ai dressé là en quelques minutes une évolution, un panorama, un paysage qui change dans les habitudes, de manière internationale, dans la géopolitique, si l'on peut dire, de la science. Comment est-ce que l'Europe s'adapte à ces évolutions? Comment est-ce que nous, quels sont les problèmes qu'on peut voir au niveau européen? C'est très variable et je vais évoquer juste 3 points qui sont assez délicats, pour lesquels les réponses sont diverses. Premier constat, il y a un contraste frappant entre l'enrichissement que donnent les échanges, le fait que les collaborations entre pays sont de plus en plus à l'ordre du jour, et la difficulté de mener des projets européens au sens des projets qui relèvent de la communauté européenne, pour la simple question de la complexité bureaucratique des projets. Christophe l'a dit, et c'est vrai, il y a beaucoup de financement européen sur certaines actions. Les bourses ERC, c'est un bon système. Ça n'empêche qu'il y a aussi des soucis considérables. Pour un institut comme le mien, il est hors de question de demander des fonds européens. Trop compliqué, il faut déjà passer du temps à décrypter. Je n'ai pas les moyens dans mon institut d'avoir une personne experte de la chose. Trop dangereux. Et j'ai pu voir il y a quelques années l'expérience malheureuse de mon collègue Jean-Pierre Bourguignon, directeur de l'Institut des hautes études scientifiques, l'un des instituts scientifiques les plus prestigieux qui soient en France. Comment il a souffert de la façon dont a été gérée une certaine aide européenne importante qu'il avait reçue. Contrôle européen, imaginez 2 fonctionnaires bruxellois très intelligents qui débarquent dans votre institut, qui commencent à faire un audit partout, à interroger tout votre personnel, à vous demander une centaine de mémos sur l'utilisation de vos fonds, à vérifier les données des ordinateurs des uns et des autres, de vos secrétaires et tout ce que vous voulez, et à repartir en vous disant que vous semblez être une personne honnête, et à vous demander, quelques mois plus tard, un remboursement d'à peu près la moitié des sommes qui ont été perçues, sous prétexte qu'il y a des dysfonctionnements importants, tels que des thésards qui ont travaillé plus de 35 heures par semaine, ou bien des inscriptions à la cafétéria financées par un système, et dans lesquelles les inscriptions se faisaient par Internet sur un système non encrypté. Vous voyez donc le genre de crime terrible sur lesquels il a fallu rembourser toute cette aide. Il y a eu 3 ans de combat. Bourguignon me parlait d'un audit à Bruxelles devant 10 personnes intelligentes qu'il regrette de ne pas avoir filmé. Il pense que cet audit aurait beaucoup fait rire la communauté mathématique et certainement au-delà. Et ça montre en tout cas le genre de problème que vous pouvez avoir dans l'utilisation de cette aide européenne. Alors peut-être que des choses changeront. Jean-Pierre Bourguignon est le tout nouveau président du European Research Council. On peut compter sur lui et sur d'autres aussi pour essayer de simplifier les choses et de les rendre plus pragmatiques, d'insuffler du bon sens. Mais nous avons encore beaucoup de chemin à faire. C'était la première remarque. Deuxième remarque, les échanges. On a parlé beaucoup de brain drain, d'exil des cerveaux. C'est revenu dans les commentaires, aussi dans les messages Twitter qu'on a pu voir pendant la journée. Évidemment, il faut bien distinguer entre les échanges et le brain drain. Les échanges en soi, c'est une chose saine et normale. Même si je suis européen de cœur et de conviction, j'ai effectué 4 séjours de moyenne durée aux États-Unis. Ça a joué un rôle fondamental dans ma formation et dans mes orientations scientifiques. Tant qu'on sait où on appartient, où on est heureux de vivre et de travailler, c'est une chose tout à fait normale et enrichissante. Même d'une ville à l'autre, les voyages peuvent changer tout. Le fait de déménager à Lyon, par exemple, ça a joué un rôle fondamental dans ma carrière, sans lequel je pense que je n'aurais jamais pu décrocher la médaille Fields, parce que la culture mathématique lyonnaise m'a fait prendre un virage aussi tout à fait nouveau. En revanche, des mouvements scientifiques peuvent parfois être le reflet de situations malsaines ou catastrophiques, et là, il y a besoin d'une action importante. Et pour donner juste un exemple particulièrement marquant en mathématiques européennes, c'est l'exemple italien. L'Italie continue à former, comme depuis longtemps, des jeunes mathématiciens extrêmement brillants, parmi les meilleurs analystes, en particulier jeunes analystes européens, qui tous quittent le système italien parce que l'état de désagrégation et de sclérose du système universitaire italien leur interdit d'y trouver un poste. Ils vont en France, ils vont en Espagne, ils vont en Allemagne, ils vont aux États-Unis, ils vont partout où ils peuvent. C'est bien pour tous ces pays, ce n'est pas simple pour l'Italie, bien sûr. À long terme, ce n'est pas simple pour l'Europe. C'est un domaine sur lequel une action ciblée pourrait très bien être quelque chose à décider, quelque chose qui requiert peut-être d'une règle particulière, pas d'une règle générale, mais qui demande une action certainement. Dernière remarque qui montrera que
Même quand on parle de questions scientifiques, techniques, et du fait que là, dans un domaine où tout est censé être universel, on se heurte à des questions de culture qui sont très difficiles à résoudre. Et culture est un mot qui est revenu dans toutes les sessions que nous avons eues durant ces 2 jours, sans exception. Et je vais vous parler d'un produit dérivé, si l'on veut, un problème en tout cas qui se pose à la suite de la transition électronique, de la transition digitale, c'est la question de la publication. Si les articles deviennent majoritairement électroniques, c'est tout le business model des revues scientifiques qu'il faut revoir. Si les articles deviennent plus nombreux, si de nouveaux pays émergents, si le volume augmente, il y a de nouvelles revues qui se mettent en place et tout un business plan, pour employer un mot qui a déjà été donné, qui est à revoir. Dans ces conditions, il y a l'émergence de tout ce qu'on appelle le mouvement Open Access, la question d'avoir des revues en accès libre sur Internet, avec des difficultés beaucoup plus considérables qu'il n'y paraît. Beaucoup de revues fleurissent qui vont être beaucoup moins regardantes sur les contenus scientifiques, parce que ça coûte beaucoup moins cher de publier les articles, et même de nombreuses revues font payer les auteurs. C'est un modèle qui est extrêmement répandu de nos jours, avec évidemment une sorte de conflit d'intérêts. La revue va avoir tendance à vouloir accepter le plus possible d'articles pour augmenter son chiffre d'affaires si l'on veut. Récemment, il y a eu un article absolument détonnant, une étude détonnante qui en France a été largement documentée par Sylvestre Huet pour Libération, montrant qu'un article canulardesque avec des fautes grossières qui avait été envoyé à des centaines, je crois Étienne confirmera peut-être, des centaines de revues électroniques Open Access dans le monde, a été accepté par près de la moitié ou quelque chose comme ça, un chiffre absolument consternant. Et sur ce domaine, il y a un rift considérable entre, par exemple, la culture scientifique à la française et la culture scientifique à l'anglo-saxonne. Considérable avec une acceptation ou un rejet complet de ce modèle pour des raisons culturelles profondes. Dans une vision anglo-saxonne assez pragmatique, et je dis ça sans aucune nuance péjorative, la publication, c'est une partie de la vie du chercheur. C'est normal que vous payiez à l'éditeur pour ce service rendu. Ça va faire avancer votre carrière, ça vous permettra de faire diffuser vos idées. Dans la conception française, le chercheur est une sorte de héros désintéressé qui veut faire un cadeau au monde au nom de grands idéaux, et il ne comprend pas comment on peut lui demander de payer une publication qu'il voit comme un cadeau effectué à l'humanité. Et même au sein de la communauté mathématique, si petite soit-elle et si unie soit-elle, les débats font rage. La European Mathematical Society n'a toujours pas réussi à prendre de position claire sur ce point où il y a un conflit en interne. Alors, je terminerai sur ce point pour montrer que on a parlé beaucoup d'Europe dans tous ces jours, et ce sont des questions considérablement difficiles à résoudre, avec les questions de culture qui sont souvent un obstacle majeur. Même sur une communauté aussi petite et unique, la communauté scientifique, vous voyez comment des questions de culture peuvent mener à des questions de gouvernance extrêmement difficiles à démêler, mais dont tout le monde admet qu'il doit y avoir un pilotage européen et une gestion au niveau européen de ces différences de culture. Je vous remercie. Merci bien. Thank you very much, Cédric. Merci beaucoup, Cédric. At this point, I would like to Alors, thank j'aimerais remercier les interprètes qui sont dans la salle. Nous remercions le président du panel. C'est en effet un exercice quelque peu périlleux. C'est déjà difficile avec tous les orateurs, et c'est vrai qu'avec Cédric Villani, ce n'est pas plus facile vu son débit très rapide. Donc nous avons néanmoins le temps de quelques questions de la part du public. Je vois une question de ce côté-ci de la salle. Donc si vraiment on peut s'en tenir aux questions de façon brève et concise, et en nous indiquant à qui vous adressez cette question. Simplement, je dirais 3 mots. Je suis Guylaine Hirso et j'ai la chance déjà d'être là, et je vous remercie. Simplement, je suis la présidente de l'association des petits débrouillards. C'est l'éducation populaire par les sciences et pour les sciences. Et j'espère que il n'y a pas que l'association des petits débrouillards, mais d'autres associations. Nous allons œuvrer, et nous essayons d'œuvrer, la Petite Débrouillard depuis 27 ans, pour justement améliorer la diffusion de la science. Je sais qu'il y a beaucoup de travail à faire, et justement pour faire le lien, parce que j'ai vu aussi dans les questions, entre les sciences humaines et les autres sciences, enfin toutes les sciences pour moi d'ailleurs en l'occurrence, puisque moi je suis une économiste et une géographe de la Sorbonne d'ailleurs.
Et j'ai tout un travail et je reconnais en plus par les jeunes et c'est vraiment primordial et je m'attelle avec beaucoup de scientifiques pour faire cela. Excusez-moi, je n'ai pas de questions, mais ma question surtout c'est je vous remercie et tel plaisir de voir toutes ces 2 journées et en particulier cette table ronde. Merci beaucoup. Okay, that wasn't a question. Il ne s'agissait pas là d'une question, comme vous l'avez dit. Okay, next one over there. Martin Andler. Les questions d'éthique scientifique n'ont pas du tout été abordées dans cette table ronde. Est-ce qu'il y a un point de vue européen sur cette question-là? On voit qu'il y a eu de nombreuses situations dans lesquelles les scientifiques n'ont pas eu l'éthique qu'on aurait attendu de leur part. Est-ce qu'il y a un point de vue européen qui s'opposerait à un point de vue mondialisé sur cette question? Je veux bien répondre un petit bout, mais c'est une question très vaste. En fait, l'éthique est souvent présentée comme une façon de résoudre les problèmes éthiques. C'est une discipline qui résout les problèmes éthiques, alors qu'en fait, c'est une discipline qui cherche à les poser en les rendant homogènes à des questions de valeur. Alors, les questions éthiques sont faciles à résoudre quand on a des principes universaux qui permettent de trancher. Quand on n'a plus de principes et qu'on n'a que des valeurs, les valeurs ont des pondérations qui dépendent des évaluateurs. Donc, les questions ne sont jamais complètement tranchées. Alors, pour répondre à ta question, je peux donner simplement un exemple. C'est que vous savez que les nanosciences et les nanotechnologies se développent partout dans le monde à des rythmes variables selon les continents, avec des financements eux aussi variables. Et que ces nanosciences posent des tas de questions éthiques, du genre quelles sont les parties du corps qu'on accepte de modifier par des implants, par exemple, et quelles sont celles pour lesquelles on décide de ne pas intervenir. Bon. Et il se trouve que l'Europe, sur ces questions-là, n'est pas homogène. De sorte que l'Europe a décidé de confier à des laboratoires dans les différents pays d'Europe la responsabilité d'enquêter auprès des équipes pour voir d'après elles plutôt, quelles sont les questions éthiques qu'elles se posent. Pardon, quelles sont les questions éthiques que se posent les chercheurs français en nanosciences. Et puis, on fait le même travail pour les chercheurs italiens, allemands, etc. Et on s'aperçoit, lors des rencontres qui confrontent ces différents résultats de recherche, qu'on n'est pas du tout homogène en matière d'éthique, ne serait-ce que parce que les pays de tradition catholique n'ont pas les mêmes références que les pays de tradition protestante, et il y a encore d'autres distinguos qu'il faudrait ajouter. Néanmoins, l'Europe espère mettre sur pied ce qu'on appelle un code de bonne conduite, qui n'est pas l'équivalent d'une charte éthique, mais quand même un moyen pour les laboratoires d'avoir des repères quand ils se posent certaines questions éthiques. Okay. Merci. Bon, clairement, il me faut terminer cette session. Il n'y avait pas d'autres questions, il me semble, dans la salle. En tout cas, je pense que les discussions ont été extrêmement intéressantes. Je vais me donner quelques jours pour essayer de digérer l'ensemble de l'information qui nous a été délivrée. Je vous remercie de votre attention. Merci, danke sehr, Christopher. Et on va faire une pause technique de 5 minutes. Cédric, on n'a pas eu la réponse pour la petite araignée sur ton costume. J'espère que tu nous la donneras tout à l'heure pour les conclusions. Donc une pause technique de 5-10 minutes. Après, on reprend avec Regard d'ailleurs, avec un sociologue américain, et puis la dernière plénière sur le rêve européen dans le monde et les conclusions. À tout à l'heure.